la rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. Aujourd'hui, à propos de France-Angleterre, nous revenons vers La Rochelle avec Gérard Blier. Bonjour. Bonjour, Yann. Alors, le siège de La Rochelle. Alors, le siège de La Rochelle de 1372 que nous allons évoquer se situe dans la lignée des nombreux sièges de La Rochelle. Il y en a 5, le principal étant au XVIIe siècle, évidemment, qui a particulièrement marqué les esprits. Mais en 1372, ça va être le deuxième de la série, vous allez voir que ce n'est pas triste. Il faut rappeler, en effet, que à la fin du XIVe siècle, grâce à l'autorité du roi de France Charles V, grâce aux moyens qu'il sait réunir, grâce à l'action de chefs militaires comme du Guesclin, dont nous avons parlé récemment, eh bien la France, après les désastres initiaux de Crécy, de Poitiers, de l'Écluse auparavant bien sûr, la France opère un redressement spectaculaire. Ce redressement va être effectivement très marquant, puisque pendant de nombreuses années, sous le règne donc de Charles V, les Anglais reculent, et ils reculent nettement devant la furia française incarnée par du Guesclin et par d'autres généraux. Donc c'est un temps fort pour la France dans la guerre de Cent Ans. Le premier temps était pour les Anglais, Crécy donc, et puis bien sûr Poitiers. Là, le deuxième temps fort, c'est un redressement français. Nous verrons malheureusement que ça ne va pas durer. Alors, en 1372, on en a parlé à propos de du Guesclin, le roi de France et du Guesclin décident de lancer, comme ils ont le vent en poupe, une action qu'ils veulent décisive contre un des bastions de l'Angleterre en France, c'est-à-dire l'Aquitaine. Et naturellement, l'offensive se déroule depuis le nord-est, puisque les troupes viennent de la région parisienne. Elles sont commandées par du Guesclin. C'est du Guesclin, ce remarquable chef de guerre. Bon, et on l'a dit la dernière fois, du Guesclin remporte des succès. Il prend un certain nombre de villes en progressant vers le littoral. Parce que ce n'est pas tellement Châtellerault, Poitiers ou New York qui l'intéresse, c'est La Rochelle. Pourquoi ? Parce que La Rochelle est à la fois une ville importante à l'époque et un port très actif. C'est un port de commerce, ça peut être une base militaire. Or, La Rochelle est tenue par les Anglais. Par conséquent, évidemment, c'est un objectif stratégique de premier ordre. La Rochelle n'est pas occupée par les Anglais. La Rochelle est anglaise, Oui, en territoire anglais. Oui. Alors, je reprends là. Alors, il faut en effet rappeler que La Rochelle est avant tout une cité de riches marchands, d'armateurs. Ces armateurs, ils sont à la limite pas plus anglais que français. Ce qu'ils veulent, c'est faire de bonnes affaires, que la paix règne de manière à ce que naturellement l'activité commerciale se développe. Ça, c'est l'élément majeur. Et il se trouve que depuis évidemment le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec celui qui devient Henri II Plantagenet, l'Angleterre est de fait la maîtresse de l'Aquitaine, même si pendant un temps, elle est restée sous le contrôle du roi de France. Mais on sait que depuis le traité de Bretigny, même ça n'existe plus. C'est-à-dire que le royaume de France, sa limite maintenant est à l'intérieur des terres et l'Aquitaine n'est plus dans le royaume de France. Donc c'est une possession anglaise. Alors donc du Guesclin veut mettre fin à cette histoire et ses troupes victorieuses arrivent devant La Rochelle donc au printemps 1372. Et bien entendu, les Anglais qui tiennent la ville ne sont pas du tout décidés à se rendre et les Anglais, bien sûr, vont opposer une vive résistance. À ce moment-là, du Guesclin met le siège devant la ville de La Rochelle, sous les murs de La Rochelle. Ce siège va être original et il va se conclure d'une manière également originale pour des raisons que l'on va voir. En effet, la ville est soigneusement investie du côté terrestre, c'est-à-dire que du côté de la terre, du côté du continent, les Rochelais sont complètement bloqués, c'est-à-dire que les troupes de du Guesclin investissent complètement la ville du côté de la terre. Alors vous allez me dire, les troupes de du Guesclin n'ont plus qu'à attaquer. Eh bien non, dans la mesure où il va de soi
que si elles attaquent, elles vont devoir franchir des remparts qui sont redoutables. La ville est très bien fortifiée. Par conséquent, devant l'ampleur des fortifications du Guesclin, eh bien, il se contente de bloquer la ville du côté du continent, en attendant d'affamer les gens, de réduire les Anglais qui ont une garnison dans la ville, et les Rochelais qui combattent à leur côté, des miliciens, bon, en attendant qu'ils veuillent bien se rendre. Bon. Seulement alors, il y a un problème, c'est que les Anglais assiégés dans La Rochelle et les Rochelais qui sont avec eux, eh bien, ont un grand espoir. C'est que en Angleterre, on a appris l'affaire, et il y a une flotte de secours, une flotte anglaise dont l'arrivée est annoncée. Et cette flotte de secours, bon, c'est une flotte de bateaux de guerre, mais qui a en son sein des bateaux de commerce avec du ravitaillement, avec des soldats, etc. Par conséquent, énorme problème. Et quand l'arrivée de cette flotte dans les parages de l'Atlantique est annoncée, à ce moment-là, évidemment, il faut faire quelque chose. Et comme, naturellement, la force est assez considérable, puisqu'on estime qu'il y avait 36 navires anglais commandés par le comte de Pembroke, à ce moment-là, évidemment, il faut absolument s'opposer à cette force navale. Si on s'y oppose pas, elle va pouvoir accéder à La Rochelle, ravitailler La Rochelle, et le siège sera évidemment compromis. Alors à ce moment-là, évidemment, il faut absolument que les Français aient une force navale. Le problème, c'est que dans le secteur, ils n'ont que 8 galères. Ce n'est pas beaucoup face aux 36 navires du comte de Pembroke. Alors, Charles V, qui avait des relations, obtient du roi de Castille, le roi de Castille, mais oui, le roi de Castille qui lui était redevable pour services rendus et qui était très riche, il obtient du roi de Castille une sorte de crédit, de subvention pour louer les services, c'est compliqué, louer les services d'un mercenaire amiral génois, l'amiral Boccanegra. Boccanegra est un amiral de très grande valeur, un génois, mais qui est un mercenaire, c'est-à-dire on lui donne de l'argent, bon, il est d'accord pour combattre donc avec les Français contre les Anglais. Et c'est très important parce que Boccanegra est un marin expérimenté, il a 20 galères, donc 20 galères plus les 8, voyez-vous, françaises, ça fait une flotte de 28. Et là, ça change évidemment tout. Alors, à ce moment-là, eh bien, le 22-23 juin 1372, eh bien, une véritable bataille navale de grande ampleur se déroule pratiquement sous les murs de La Rochelle. En effet, la flotte anglaise arrive et la flotte, que je dirais franco-castillane génoise, bon, s'interpose. Et donc, il va y avoir un affrontement dans le pertuis d'Antioche entre la côte du continent, l'île de Ré, à proximité de La Rochelle. À la limite, depuis les remparts de La Rochelle, on peut voir le combat naval. Alors, vous voyez, l'enjeu, il est évidemment important. Et alors, le combat naval va opposer en tout une 60aine de vaisseaux. Le premier jour, il ne se passe pas grand-chose, mais le deuxième jour, c'est une victoire franco-génoise. Pourquoi ? Eh bien, parce que les franco-génois sont très bien commandés par des gens avisés, notamment Boccanegra, et ils vont jouer très habilement du vent et de la marée, notamment parce que les navires franco-génois sont des navires beaucoup plus petits, plus souples, beaucoup plus maniables que les lourds navires chargés d'hommes et de ravitaillement du comte de Pembroke. Par conséquent, très, très intelligemment, les franco-génois attaquent à marée basse. Eux ont assez d'eau pour se mouvoir, les gros navires n'en ont pas assez. Finalement, donc, c'est bien sûr une défaite absolument évidente, très nette. La flotte anglaise, commandée par le comte de Pembroke, qui est fait prisonnier, elle est complètement anéantie. Et à ce moment-là, évidemment, c'est une véritable catastrophe pour les assiégés, évidemment, qu'ils ne peuvent plus espérer être ravitaillés, être aidés. Leur espoir de secours s'évanouit en voyant cette flotte anglaise détruite grâce à l'habileté de cet amiral qui a su utiliser très bien le vent et la marée. Souvent, on utilise la marée haute, lui, il a utilisé la marée basse, compte tenu de ce qu'était l'adversaire. Alors, le sort des assiégés est scellé, mais ils ne sont pas prêts encore de se rendre. Alors, la situation est étrange, parce que du côté de la mer, c'est fini. Les assiégés ne peuvent plus recevoir de secours. Bon. Mais dans la ville, la situation n'est pas très claire, parce que la garnison anglaise, elle est minoritaire, quelques centaines d'hommes. Et ils sont retranchés dans un château, le château Vauclair, qui a aujourd'hui disparu,
qui était installé dans un coin de la place d'Armes, actuelle de la place de Verdun. Bon, donc dans la ville, il y a les Anglais qui sont pas fiers d'eux, qui sont pas très nombreux, qui sont recroquevillés dans leur château, à l'intérieur des remparts. Et les remparts sont tenus par des miliciens, et ces miliciens, ce sont des Français, ce sont des Rochelais, bon, qui naturellement, puisque le roi d'Angleterre est leur patron, qui font ce qu'on leur dit, mais qui ne sont pas plus anglais, qui ne sont français, et qui commencent à en avoir assez de tout ça, voyez-vous. Donc le moral des assiégés baisse aussi bien du côté des Anglais que des Français. Alors il s'agit d'obtenir la reddition des Anglais. Et là, le maire de La Rochelle, Chaudrier, qui a donné son nom à une des principales rues de la ville, le maire de La Rochelle, Chaudrier, a une ruse. Il sait que le capitaine anglais qui est dans le château, eh bien, c'est un capitaine qui ne sait pas lire. Il est pratiquement analphabète. Et alors, il va faire un trucage, Chaudrier. Il demande audience au capitaine anglais et il lui présente un magnifique document avec des enluminures bien écrits, etc., qui n'a aucun rapport avec cette affaire. Et il lui lit en disant que c'est qu'il vient de recevoir une instruction du roi d'Angleterre d'arrêter les frais et de se rendre, et s'il se rend, il pourra évacuer la ville avec les honneurs, Le capitaine n'a aucune raison de se méfier, il considère que le document est bon, et ça va marcher. Ce qui fait que sans combat, les Anglais quittent le château Vauclair, ils quittent la ville, et du coup, les bons bourgeois qui en avaient assez de se battre, s'amuser à leurs affaires, sont tout à fait heureux de remettre la ville à Du Guesclin, et par conséquent au roi Charles V. C'est déjà les fake news de l'époque. Ah oui, tout à fait. Alors, donc, cette affaire se termine sans grande... Il y a des pertes du côté naval, mais sur le plan terrestre, ce siège n'a pas provoqué le dixième des ravages du grand siège de 227-1628. Alors, départ sans heurte des Anglais. Alors ça, c'est très important. Le 15 août de 1372, Charles V fait son entrée solennelle dans la ville qui devient française. Bon, c'est une ville qui officiellement lui avait résisté. Bon, mais Charles V est très avisé et il ne prend pas de mesures coercitives. Pourquoi ? Parce que c'est formidable. Pour le royaume de France, cette prise de La Rochelle, ça ouvre au royaume de France, voyez-vous, à l'extrême nord de l'Aquitaine, une fenêtre sur l'océan Atlantique. Et donc, Charles V n'a aucun intérêt à se brouiller avec les Rochelais, qui sont bien contents de la paix revenue. Par conséquent, donc, ça se passe très bien. La mansuétude du roi s'explique parce qu'il a besoin de La Rochelle. Autrement dit, ce siège, c'est un épisode marquant du redressement français sous Charles V. Alors, grâce à Du Guesclin, mais là vous voyez que Du Guesclin n'a pas joué le rôle principal. Et beaucoup de Rochelais, je me suis souvent aperçu, ignorent complètement cette bataille navale de 1372. Alors qu'il y a des dizaines et des dizaines, maintenant c'est pourri, de carcasses en bois qui doivent pourrir quelque part dans le pertuis d'Antioche. Voilà. À ma connaissance, il n'y a pas de rue Du Guesclin à La Rochelle. Non, je ne crois pas. Je ne pense pas. Enfin, si elle existe, je ne la connais pas. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.